un texte technique et non politique. Il n'a été utilisé qu'une seule fois sous la Ve République. Nom de code, la loi spéciale prévue par la Constitution, faute de budget, promulguée avant la fin de l'année. Elle arrive dès demain en commission à l'Assemblée et dans l'hémicycle ce lundi. Et elle soulève beaucoup de questions très concrètes pour le portefeuille des Français. On en parle ce soir avec 3 députés. Daniel Labaronne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. 2 députés, pardonnez-moi. Vous êtes député d'Indre-et-Loire. Ensemble pour la République, le parti présidentiel. Aurélien Lecoq, 2e député, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise du Nord. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Bienvenue, constitutionnaliste et maître de conférences en droit public. Enfin, bonsoir Marc Vigneault. Bonsoir Myriam. Ravi de vous retrouver, journaliste économique à l'Opinion, votre journal qui titrait dès septembre dernier, j'ai vérifié, sur l'arme secrète de la loi spéciale face à la menace de la censure. Eh bien, nous y sommes. Alors, est-ce que vous la voterez, cette loi spéciale, pour assurer la continuité de l'État, pour payer les fonctionnaires, pour prélever les impôts? Aurélien Lecoq. Alors d'abord, nous n'allons pas nous y opposer, ça c'est certain. Mais le fait d'avoir cette loi spéciale, le fait d'entendre l'audition ce matin du ministre, montre bien une chose. Il n'y a pas le chaos qui était annoncé. On n'est pas dans la situation où plus rien n'est possible, où plus rien ne fonctionnerait, où des grenouilles devraient nous tomber sur la tête. Non. Alors on a encore quelques macronistes qui font effectivement le tour des plateaux, se transformant en vampires pour nous expliquer que ça va être la catastrophe. Non, la réalité, c'est qu'avec cette censure et de fait ce projet de loi spécial, les Françaises et les Français s'en sortent mieux que si nous n'avions pas fait opposition à ce budget d'austérité. On ne va pas refaire le match du budget et de la censure. Simplement, vous êtes d'accord que si vous ne la votez pas, s'il y avait un problème sur cette loi spéciale, là, il y a vraiment un problème. C'est le fameux shutdown. Si au 31 décembre, l'État n'a pas cette loi spéciale, il est en panne. Donc vous ne vous opposerez pas à ça. On est bien d'accord? Non, mais qu'on soit très clair pour tout le monde. La loi spéciale va être adoptée, les impôts vont être perçus, et c'est bien ce que je vous dis, il n'y a pas de catastrophe. Le fait d'avoir voté la censure, que le budget soit tombé, c'est plutôt un grand soulagement pour tout le monde. Par contre, je veux le dire aussi, avant que M. Labaronne vienne faire la liste de toutes les horreurs qu'il peut imaginer, il y aura un projet de loi de financement dès le début de l'année prochaine. Et il aurait pu déjà... Un budget discuté à partir de janvier. Un budget en début d'année prochaine, et nous aurions déjà pu avoir aujourd'hui un budget. Alors on va en parler de tout ça. Encore faut-il réussir pour l'année prochaine, ce que vous n'avez pas réussi à faire avant. Mais on y vient. Déjà, pour bien comprendre, parce que c'est important, le 31 décembre, il faut que cette loi spéciale soit adoptée. Vous faciliterez les choses, vous la voterez et vite, Daniel Labaronne? Oui, bien sûr. Moi, je la voterai parce que c'est absolument nécessaire pour lever l'impôt et pour respecter nos engagements financiers, c'est-à-dire lever de la dette pour permettre de financer la dette de l'État et la dette du budget de la sécurité sociale. Allez dire aux agriculteurs, allez dire aux promoteurs immobiliers, à ceux qui veulent se loger, allez dire aux retraités que c'est merveilleux, qu'il n'y ait pas de loi de finances. On va y venir dans un instant, aux gagnants et aux perdants. Allez leur dire ça sur le terrain. Je vous invite à le faire. Moi, j'y suis régulièrement et je leur explique. Et ils ont très très bien compris que s'agissant des subventions pour l'investissement des collectivités locales, eh bien, pour le moment, aucune visibilité. S'agissant des agriculteurs, aucune des mesures qui étaient envisagées dans la loi de finances. Ça tombe bien, on va en parler. On a prévu même un sujet sur les gagnants et les perdants. Vous étiez prévenu d'ailleurs, donc respectez juste mon petit calendrier de débat. Juste une toute petite question. Il faut que l'Assemblée et le Sénat le votent dans les mêmes termes. Ça peut aller très vite. Si ça se trouve, tout sera voté dans les mêmes termes d'ici la semaine prochaine. Le texte peut être promulgué jeudi ou vendredi. C'est ce que vous souhaitez? Oui. 19-20 décembre, on nous dit. Le texte de la loi fait 7 pages. Donc c'est très simple, il y a quelques articles et je crois qu'il est de l'intérêt à la fois de notre pays, mais également de la représentation nationale, d'être en responsabilité par rapport à la nécessité absolue d'avoir cette loi de finances spéciale. Benjamin Morel, 3 articles, pas un de plus, pour organiser en urgence le fonctionnement financier de la France. C'est bien ça, fonctionnement provisoire, vous en parliez, Monsieur Lecoq, avant que la France se dote d'un budget, essaye, en tout cas à l'Assemblée, de le faire en début d'année. C'est ça, c'est le principe d'une loi spéciale. Une loi spéciale, ça vous permet de gagner du temps. C'est une affaire en fait de chronologie. On n'a pas de budget le 31 décembre, c'est un tantinet embêtant parce qu'en fait, il y a un principe fondamental dans notre droit qui est le consentement à l'impôt.
On ne peut pas prélever mes impôts si, directement ou indirectement, par mes représentants, je n'y ai pas consenti. Et donc, à partir de là, le 31 décembre, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit voté. La loi spéciale permet d'assurer qu'il y ait un consentement à l'impôt et que de l'autre côté, on peut emprunter sur les marchés, ce qui nécessite également l'aval du Parlement. Une fois qu'on a fait ça, ensuite les dépenses, on peut les exécuter sur la base du budget de l'année précédente. Donc en soi, c'est pas fondamentalement dysfonctionnel si ça dure assez peu de temps. C'est ça, il faut aller vite. Hein. Si jamais on a un budget qui est voté en janvier-février, entre guillemets, il n'y a pas de cataclysme. En revanche, ça met plus de temps, c'est un problème. L'article 45 qui prévoit la loi spéciale, il est assez clair, c'est temporaire, c'est un palliatif, c'est en attendant. Bien compris. Donc, reste que l'outil n'est pas parfait. Marc Vigneault, on entendait Éric Coquerel, il ne permet pas d'indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que ça va, oui ou non, avoir des conséquences très concrètes. Le gouvernement dit 380 000 ménages deviendraient imposables. Ceux-là vont payer des impôts l'an prochain qu'ils ne payaient pas jusqu'à présent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, c'est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que ce n'est pas une conséquence immédiate. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de loi de finances qui vient corriger la loi spéciale, alors à ce moment-là, oui, le barème de l'impôt sur le revenu ne sera pas indexé. Et donc, à partir de septembre, quand on actualise le taux de prélèvement à la source de l'impôt, eh bien, ça sera sur la base des revenus 2024 avec le barème de 2024. Et à ce moment-là, les impôts augmenteront. Le scénario quand même le plus probable, c'est qu'il y ait un accord politique pour un budget. Après, sur quelle base? On est toujours face à l'équation politique à laquelle ont été confrontés les parlementaires jusqu'à présent, c'est-à-dire quelles concessions ils peuvent faire pour qu'un budget soit adopté. Moi, ce que je trouve assez savoureux quand même, c'est que donc il y a eu cette censure. Et en fait, tous les impôts qui devaient toucher les grandes entreprises et les plus aisés sont tombés. Et en fait, il y a un député socialiste que vous invitez juste après, Philippe Brun, qui en commission, ce matin, s'est dit moi je trouve que c'est pas idéal de voter cette loi spéciale parce que si on négocie la loi de finances à partir de 2025, on ne pourra plus faire des impôts rétroactifs sur l'année 2024 sur les grandes entreprises et sur les très riches. Parce que donc, juste pour ceux qui nous regardent cette technique, ça veut dire qu'en gros, s'il y a des impôts, mettons sur les grands groupes ou sur les grandes fortunes dans un budget en janvier-février, mettons qu'ils soient votés, comme ces impôts-là ne seront pas rétroactifs parce que la loi fiscale n'est pas rétroactive, qu'est-ce qui se passe alors? Et donc, c'est une jurisprudence très compliquée du Conseil constitutionnel, mais a priori, on ne pourra pas reprendre les impôts qu'avait prévu Michel Barnier et qui convenaient plutôt à la gauche, ceux-là. On ne pourra pas les voter et donc il sera beaucoup plus difficile de réduire le déficit par les augmentations d'impôts sur les cibles que voulait viser la gauche. Et donc, quelque part, par un espèce de jusque-boutisme, de vouloir avoir absolument tout ce que les partis voulaient, chacun avait ses lignes rouges. Tout le monde est un peu perdant. Voilà, à la fin, tout le monde va être un peu perdant. Alors, on va y venir dans le détail. Mais restons quand même un instant sur l'impôt sur le revenu, l'indexation sur le barème, parce que c'est vrai que le taux d'imposition, il est calculé sur l'année précédente. Daniel Labaronne, l'impôt dû au titre des revenus de 2024 ne commencera à être acquitté pas avant septembre 2025. Est-ce que quand vous dites aux Français, attention, il y a 400 000 contribuables nouveaux dans l'impôt sur les revenus, où il y aura davantage de recettes fiscales, 17 millions de Français imposés au titre de l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est pas tout simplement politique comme argument? Parce que avec ce système de décalage, on se rend compte que il y a le temps peut-être de pallier à ce problème. Mais non, mais c'est factuel. C'est factuel, c'est-à-dire que voilà une situation, à un instant T, nous avons enregistré de l'inflation, nous avions prévu d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait eu par exemple 3% d'augmentation de rémunération, 3% correspondant en gros à l'inflation, eh bien cette personne-là, si elle n'était pas imposable l'année dernière, elle ne l'était pas en 2025. Mais comme nous n'avons pas pu... Sauf si c'est corrigé en 2025. Mais non, parce que... Marc Vigneault vient de nous l'expliquer. Mais non, mais parce que sur le plan fiscal, il n'y a pas de rétroactivité possible. C'est ça la difficulté. Mais comme on paye plus tard. Mais Quand sont calculés les impôts, monsieur Labaronne? Pardon? Quand est fait le calcul des impôts? Oui, mais vous avez un principe constitutionnel qui veut que... C'est le ministre du budget qui l'a dit tout à l'heure. Nous avons jusqu'à, je sais bien que ça vous embête, mais ce sont des mensonges, nous avons jusqu'à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire environ aux alentours d'avril, pour voter une loi pour faire en sorte que
personnes de non imposables deviennent par ce fait imposables. Par ailleurs, nous avons une deuxième l'impôt solution, de c'est l'amendement 2024 doit être d'Éric acquitté Coquerel avant septembre 2025. qu'on a Ça, c'est les proposé. règles. Mais dans ces conditions, si ce que vous dites est vrai, C'est ce que dit le ministre, votre ministre. pourquoi Éric Coquerel Alors justement, voudrait c'était ma question. absolument déposer un Alors, c'est vrai. amendement dans En la fait, discussion de cette quand on creuse loi un peu, spéciale? c'est très technique. C'est contradictoire ce mais que vous ça a dites. des effets Pas du concrets tout. pour les contribuables. Certains ne payaient pas, certains peur. 17 ont peur millions de Français vont payer plus d'impôts. Voilà, certains ont peur de payer plus, certains ont peur d'entrer dans l'impôt sur le revenu. Donc s'il y a des arguments politiques, après tout c'est de bonne guerre, mais il faut voir ce qui est concret derrière en conséquence. C'est vrai que vous venez de dire, pas besoin, on va trouver une solution en début d'année. Pourquoi Éric Coquerel ne renonce pas à ce qui doit être normalement inconstitutionnel? C'est ce qu'a dit le Conseil d'État, c'est-à-dire amender la loi spéciale sur ce point précis. Oui, j'essaye de démonter les mensonges de la Macronie parce qu'ils s'accumulent jour après jour, mais vous avez Mais vous me remarqué répondez que... là. Hein. Oui, je vous réponds. Une fois qu'on en a évacué un, ils finissent par en réinventer un autre. Donc, Coquerel, amendement. la première chose, c'est ce que j'ai dit. Nous avons jusqu'à avril prochain pour indexer le barème et personne de non imposable deviendra imposable. Maintenant, comme ça suscite un sujet d'inquiétude, comme c'est instrumentalisé par des macronistes comme M. Labaronne pour essayer d'effrayer tout le monde alors même que ce n'est pas vrai. Nous proposons avec la France Insoumise, avec le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, de sécuriser les choses et de rassurer tout le monde dès maintenant, dès demain, puisque c'est demain qu'a lieu l'examen en commission, et d'inclure un amendement dans ce projet de loi spéciale permettant d'indexer le barème sur l'inflation. Alors, on nous dira, est-ce que c'est possible Le Conseil d'État a dit que ce n'est pas possible, vous n'avez pas le droit. Le Conseil d'État n'a pas rendu une décision. Le Conseil d'État a rendu un avis. Eh bien, nous ne sommes pas du même avis que le Conseil d'État. Nous considérons effectivement que lorsqu'il s'agit de permettre de lever l'impôt dans les mêmes conditions, eh bien, lever l'impôt, les mêmes impôts dans les mêmes conditions, c'est les lever sur les mêmes personnes qu'avant. Et c'est ce que dit l'amendement d'Éric Coquerel. J'espère qu'il pourra être adopté. J'espère que ceux qui nous regardent arrivent à suivre. C'est pas simple, mais on voulait éclaircir ce point. Vous ne saisirez pas le Conseil constitutionnel. Peu de chance que les macronistes le fassent aussi. Je vous donne la parole, Marc Vigneault, mais Benjamin Morel. On est dans une situation, en gros, pas de saisine, pas de censure. C'est ça, c'est-à-dire que, moi, je veux bien qu'on discute de manière péremptoire de ce que dirait, en tant que juriste, le Conseil constitutionnel, mais on n'en sait rien, on n'a pas de jurisprudence, on a en effet un avis du Conseil d'État, mais trois choses. D'abord, le Conseil d'État, c'est pas le Conseil constitutionnel, et donc sans jurisprudence, aucune certitude. Deuxième élément, eh bien, vous avez en la matière une situation qui fait que le Conseil constitutionnel ne sera pas saisi. Très probablement. Si le Par Conseil aucune des forces saisi, politiques à l'Assemblée. alors peut-être, mais a priori pas de saisine, eh bien la censure apparaît relativement peu envisageable. Alors attendez, moi je veux quand même préciser quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un quand même qui peut avant déclarer l'article irrecevable. Oui, mais j'y viens, mais c'est Yael Braun-Pivet. Et là c'est une volonté politique. Et troisième élément quand même, vous allez pouvoir le dire. Si jamais on s'était arrêté à ça en 1979, je rappelle qu'en 1979, les lois spéciales, elles n'existent pas. C'est une création ad hoc parce qu'on est embêté. Le Conseil vient de censurer le budget. Il faut bien trouver quelque chose. Si on s'était arrêté à ça, on aurait eu un shutdown en 80. Et donc, ce faisant, il faut aussi un peu de créativité juridique. Ensuite, en effet, il y a une possibilité de déclarer l'amendement irrecevable, mais ça, c'est un choix fait par la présidence de l'Assemblée. Donc là, encore une fois, on a quand même un manque de créativité juridique qui, aujourd'hui, bande tout ça. Marc Vigneault, je suis pas sûr que ce soit la meilleure sur ce point précis de l'amendement, on parle de choses qui, quand même, sont importantes en termes concrets. Il s'agit de payer ou pas l'impôt sur le revenu. Donc, même si c'est technique, ça a des conséquences sur le portefeuille. Effectivement, le Conseil constitutionnel pourrait faire évoluer, créer une jurisprudence, mais en l'état actuel des choses, le Conseil d'État, c'est quand même assez sérieux. Et donc, normalement, la présidente de l'Assemblée nationale, comme le président d'ailleurs de la Commission des finances, sont quand même censés suivre l'avis juridique. Ils font déjà de la politique s'ils ne le font pas. On peut renvoyer les deux côtés de l'argument peuvent s'entendre. Si c'est faire de la politique pour Yael Braun-Pivet de bloquer ces articles, c'est aussi de faire de la politique de ne pas le bloquer. Donc c'est à elle qu'il revient à la fin de la procédure. En tout cas, de façon pouvoir, elle a un rôle très important. Elle a d'un côté une pression, puisque évidemment pour les gens c'est mieux qu'on leur relève pas leur impôt sur le revenu, et en même
temps, elle est gardienne d'une certaine manière des institutions en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision trop rigide du droit non plus, et c'est le juriste qui parle. Prenez l'application de l'article 40, on a beaucoup discuté il y a un an de l'utilisation de l'article 40, les irrecevabilités sur les propositions de loi relatives à la réforme des retraites. Oui. Pendant des années, on a considéré que cet article 40, on ne l'utilisait jamais sur les propositions de loi, jusqu'à ce que le contexte... Parce qu'il crée une charge supplémentaire, voilà, jusqu'à ce qu'on change la jurisprudence. Et donc là, tout d'un coup, pour cette réforme des retraites, parce que le climat politique a changé, on l'emploie sur les propositions de loi. C'est nouveau, c'est une nouvelle interprétation. Alors si on trouve une solution... Il en va ainsi du consensus politique. Sur le barème de l'impôt sur le revenu, peut-être qu'on peut en trouver d'autres solutions sur les perdants, les autres perdants de cette loi spéciale, comme les agriculteurs, vous en parliez, ou les futurs propriétaires. Tour d'horizon des perdants et des gagnants avec Elsa Mondingava. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Quelques jours après la censure, l'heure du bilan. Parmi les gagnants de l'absence de budget, les retraités, les grandes entreprises et les foyers les plus aisés. Les pensions de retraite seront revalorisées de 2,2% au 1er janvier. C'est bien plus que ce qu'avait prévu le gouvernement. Les grandes entreprises échappent-elles à une taxation exceptionnelle ? Les foyers les plus riches devaient également être mis à contribution. Ils sont épargnés pour le moment. Côté perdants, les ménages, les agriculteurs et la Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, le barème de l'impôt sur le revenu n'est pas indexé sur l'inflation. Les agriculteurs aussi sont mécontents. Dans le budget, il y avait des mesures pour réduire le coût du travail des saisonniers ou encore baisser les taxes sur le gazole. Enfin, le gouvernement avait ajouté dans le budget une enveloppe pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Toutes ces mesures devront être rediscutées dans un futur budget. Alors on commence avec les agriculteurs, Aurélien Lecoq, qui sont extrêmement en colère de voir ces mesures avantageuses leur passer sous le nez faute de budget. Qu'est-ce que vous leur répondez aux agriculteurs qui saccagent vos permanences avec parfois de la violence en ce moment? Je réponds aux agriculteurs qu'ils ont raison d'être en colère contre le gouvernement et contre les macronistes qui avaient la possibilité d'adopter un budget qui les aurait aidés, oui. Parce qu'il faut qu'on se souvienne de l'ensemble de l'histoire sur le budget. Ce qui s'est passé sur le budget, c'est qu'on nous a proposé un budget insupportable qui, pour les agriculteurs, coupait de près de 400 millions d'euros les crédits d'aide aux agriculteurs. Ah, nous avons amendé ce budget. Nous avions réussi à faire passer plus de 800 millions d'euros d'aide aux agriculteurs. Et ce sont bien les macronistes, main dans la main avec le Rassemblement national, qui se sont alliés pour faire tomber ce budget. La réalité, c'est qu'un autre budget a été possible, mais qu'Emmanuel Macron a voulu tenir à tout prix à son budget d'austérité qui s'en prenait à tout le monde, y compris aux agriculteurs, y compris aux ménages. Et je voudrais juste faire un petit ajout. Dans les gagnants et les perdants, bon, on a bien compris, les ménages n'y sont pas perdants puisque la question de l'impôt sur le revenu est réglée. Les agriculteurs ne sont pas perdants non plus parce que d'une part, ils évitent des coupes budgétaires et que d'autre part, des aides pourront être mises en place de nouveau avec le prochain. Il y a quand même des pensions de retraite qui devaient être revalorisées pour les agriculteurs, des crédits fiscaux et sociaux. Il y a aussi d'autres gagnants. Il y a les retraités, mais il y a toutes celles et ceux qui ne verront pas se faire dérembourser les médicaments ou le médecin. Il y a toutes celles et ceux qui vont avoir des profs dans leur classe parce que les 4000 postes de profs ne seront pas supprimés. La taxe sur l'électricité ne sera pas augmentée. C'est ça la réalité. Parce que ce débat, on l'a suivi sur LCP minute par minute, si j'ose dire. Il a abouti à la censure du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Daniel Labaronne, ce que vous allez faire peut-être avec cet amendement Coquerel sur le barème de l'impôt sur le revenu, est-ce que vous pensez le faire pour les agriculteurs sur la loi spéciale? Ou est-ce que vous refusez d'ouvrir au fond cette boîte de Pandore? Non, mais la loi spéciale, elle est très délimitée dans son périmètre. Mais pour les gens qui nous regardent, ça compte. Ils se posent la question. Mais ce sont les conséquences de la censure. Voilà, la loi spéciale, elle est là pour éviter la paralysie du pays. Bon, et donc, elle est extrêmement limitée dans ses moyens d'action. Elle permet de lever l'impôt et elle permet de lever l'endettement. Point, c'est tout. Il n'y a aucune disposition d'ordre fiscal ou liée à des subventions. Donc pour tous les perdants, on renvoie au budget. Alors, moi, de janvier-février. On renvoie au budget. Par exemple, moi, un élu vient me voir en me disant: est-ce que je vais avoir l'année prochaine des subventions pour la rénovation de mon école? Mais je lui dis: je ne sais pas, on n'a pas adopté le budget.
une association, est-ce que je vais avoir des subventions dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative ? Mais je ne sais pas, on n'a pas adopté de budget. Est-ce que je vais pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro si je veux acheter un appartement ? On ne sait pas, puisqu'on ne l'a pas adopté cette fois-ci, et c'était dans le budget qu'on avait prévu. Et si les mêmes qui nous disent qu'il n'y a pas de chaos, tout va bien, Madame la Marquise, ne votent pas ce dispositif. On a compris l'incertitude dans laquelle ça plonge beaucoup de Français. On est dans une situation d'incertitude totale. En revanche, la certitude, pardonnez-moi de reprendre la main, Monsieur Lecoq, c'est que Bernard Arnault et Vincent Bolloré vous disent merci. Oui. Eux ne seront pas taxés, surtaxés, ni leur groupe sur un impôt exceptionnel, ni leur grande fortune avec une surtaxe. Ça, vous le reconnaissez ? Non, mais encore une fois, je voudrais que les responsabilités soient clairement établies. Le budget est arrivé à l'Assemblée nationale. C'était un budget uniquement fait pour permettre aux plus riches de continuer à s'en sortir, parce qu'on leur prenait rien par rapport à tout ce qu'on leur avait donné, et pour taper dans les poches des plus pauvres. C'est la réalité. Monsieur Labaronne nous parle là, par exemple, des collectivités territoriales. Je suis désolé, je ne vais pas pleurer avec vous sur l'argent qu'on ne donne pas aux collectivités territoriales, parce que dans votre budget, c'était 11 milliards que vous vouliez prendre aux collectivités territoriales. Donc là aussi... non, ça avait baissé, c'était 5 milliards et c'était réduit à 2. Non, lorsque vous prenez l'intégralité des mesures, c'est 11 milliards, c'est pas mes chiffres, c'est ceux de l'association... C'est ça le problème du débat avec vous. Attendez, laissez-moi terminer. Donc, près de 11 milliards pris aux collectivités territoriales. Où est-ce que vous le sortez, ces 11 milliards ? Où est-ce que vous les sortez, ces 11 milliards ? Je les sors de l'Association des maires de France et de celles et ceux qui ont accumulé l'ensemble des calculs. Et oui, parce qu'il n'y a pas que vous, voyez-vous, qui essayez de faire des calculs. Donc ça, par exemple, on l'a supprimé. Alors, et pour ce qui est de la chacun renverra pour la contribution à l'AMF et au budget sur les collectivités. Moi, j'avais 5 milliards sur les collectivités. Après, il y avait peut-être autre chose dans le budget. Et quand on ajoute le reste... C'est passé, encore une fois. On essaye d'avancer. Sur la question des plus riches. Vous n'êtes pas crédible. Nous avions, vous inquiétez pas, on sera bien plus vite que vous ne le pensez. Vous inventez des chiffres, il n'y a aucune conséquence de la censure. Messieurs, si vous parlez tous en même temps, on ne va pas y arriver. On peut terminer ou est-ce que la Macronie va continuer à bordéliser le plateau ? Bon, alors je voudrais juste d'un mot terminer là-dessus. Mais vous avez l'habitude, vous, de parler énormément et de prendre beaucoup d'espace. Messieurs, terminez, parce que je voudrais qu'on parle du déficit. Vous êtes d'habitude un républicain et un démocrate. Oui. Alors, plus que vous, je sais, parce que vous ne voulez pas entendre ce que je veux dire, peut-être. Faire payer les plus riches. On l'avait fait dans un budget qui devait rapporter 72 milliards d'euros à l'État. 72 milliards. C'est ce budget que vous avez rejeté. Maintenant, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. On a 500 familles qui, aujourd'hui, totalisent un patrimoine de 1228 milliards, qui a doublé depuis que M. Macron est là. Il faut effectivement qu'on les taxe. Et ce sera notre objectif dans la prochaine loi de finances. Il y a deux sujets que je voudrais qu'on aborde dans les 5 minutes qui nous restent dans ce débat. C'est d'abord la possibilité ou pas d'arriver à un accord sur le budget de la France, début d'année 2025, 149.3. Vous suivez ces sujets très précisément. En l'état actuel des 3 blocs, est-ce que vous pensez que c'est encore possible ? Je pense que c'est extrêmement difficile à dire. Je pense que la situation actuelle fait qu'effectivement, les gens réalisent, les députés réalisent qu'il y a un vrai problème si on reste sur cette loi spéciale jusqu'à la fin de l'année. Je rappelle que si on reste sur la loi spéciale jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas assez d'argent pour payer les avancements de carrière des fonctionnaires. Donc ça va peut-être rappeler quelques personnes à la raison. Après, ça précisément ? Pardon ? Expliquez-nous ça précisément. Eh bien, chaque année, même si vous ne revalorisez pas le point d'indice des fonctionnaires, si le gouvernement ne le décide pas, il y a quand même une augmentation de la masse salariale que doivent payer l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales pour payer leurs fonctionnaires parce qu'ils ont des avancements de carrière automatiques au bout d'une certaine ancienneté. Et ils passent dans un autre grade et donc ils doivent être payés davantage. Et donc, avec les impôts de l'année dernière, il n'est pas possible d'assumer, ou alors avec des mesures de régulation extrêmement fortes, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette loi spéciale donne un pouvoir discrétionnaire au gouvernement qui est assez impressionnant pour exécuter les dépenses d'une manière qui est compatible avec l'exécution minimale pour maintenir l'exercice du service public. C'est à peu près la formule qui est utilisée. Et donc, en fait, assurer les services publics dans leur expression minimale, c'est un petit peu à l'appréciation du gouvernement, donc il peut faire un peu ce qu'il veut. Et donc là, il y a un vrai problème, et donc si ce problème peut ramener les partis politiques à la raison et dire, dans une démocratie parlementaire où le Parlement a retrouvé du pouvoir, on essaie
essaie quand même de faire des compromis. Alors à l'instant, on apprend qu'Éric Coquerel, le président insoumis de la Commission des finances, propose, pour essayer de surmonter la question budgétaire à la rentrée, plusieurs propositions de loi thématique plutôt qu'un projet de loi, ou les deux, ce qui n'empêcherait pas peut-être un projet de loi gouvernemental. Budgétaire budgétaire. Si toutes ces difficultés que vous avez rencontrées tous dans l'Assemblée ne se reposent pas, c'est un peu un doux rêve. Vous savez bien que les problèmes, vous voulez moins d'impôts, ou en tout cas pas plus d'impôts, vous voulez plus d'impôts. Donc on est dans les mêmes impasses qu'hier. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui nous regardent? Qu'est-ce qui va se passer sur le budget? Est-ce que vous réclamez que le prochain Premier ministre, qui devrait être nommé dès demain, puisse le voter par 49.3? C'est la mère des batailles. Personne ne parviendrait à un accord sans passage en force. Est-ce que vous souhaitez ça? Je crois qu'il y a des députés responsables qui savent ce que c'est que l'intérêt général et qui ont conscience qu'il faut s'entendre. Et pour s'entendre, il faut faire des compromis. Voilà. Nous sommes très attachés à la baisse des impôts. Parce que nous considérons que c'est un moyen de favoriser le travail, de favoriser l'engagement, l'activité économique. Bon, en face, nous avons des partisans de l'augmentation des impôts. Bon, ça, je crois que les Français l'ont bien compris. Il faut qu'on essaye de trouver un accord qui arrive à satisfaire les engagements politiques des uns et des autres. Et moi, je pense que dans l'arc républicain qui exclut le RN et la France insoumise, on peut y arriver. Y compris sur le budget. On voit bien le comportement de la France insoumise, représenté ici par mon collègue, qui est de dire un peu n'importe quoi en ce qui concerne les chiffres. Il nous reste peu de temps, c'est la fin du débat. C'est la fin du débat. Il n'y a pas de chaos. Allez, Benjamin Morel, Marc Vignaud pour terminer. Benjamin Morel, vous avez beaucoup parlé, monsieur Lecoq. C'est un vrai défi, si vous voulez. Quand on s'amuse à faire des comparaisons en sciences politiques et qu'on classe les groupes politiques entre opposition et majorité, il y a un point. Si vous votez le budget, vous êtes dans la majorité. Si jamais vous ne votez pas le budget, vous êtes dans l'opposition. Or là, sans majorité et sans 49 alinéa 3, c'est compliqué. Imaginez pourquoi la 4ème République, pourquoi est-ce qu'on crée le 49 alinéa 3 après la 4ème République? Justement parce que la plupart des premiers ministres ne tombent pas sur une motion de censure. Ils tombent sur leur budget. Regardez ce qui est arrivé à Olaf Scholz. Pas de budget, pas de gouvernement. Merci de et donc ce rappel. là, il y a un vrai risque, si entre guillemets on n'utilise pas le 49 alinéa 3, d'avoir toutes les peines du monde à se mettre d'accord sur un vrai texte. Enfin, le mot de la fin. Marc Vignaud, on n'a pas parlé des conséquences peut-être les plus graves sur les déficits. Ce qui me frappe dans tout ce débat, c'est que les gens semblent oublier qu'il y a un enjeu extrêmement important et extrêmement grave, c'est la réduction du déficit public qui est impérative à partir de maintenant sur plusieurs années. Il faut l'étaler pour que la dette cesse d'augmenter parce qu'on n'est plus dans une phase de crise aiguë. Et donc là, au niveau de déficit qu'on a atteint, et la loi spéciale pourrait le faire maintenir au niveau qu'on a atteint fin 2024, un niveau extrêmement important. Il faut réduire ce déficit aux environs de 3% pour stabiliser la dette publique. Donc il va bien falloir, je crois que tous les partis politiques sont d'accord pour dire qu'ils ne veulent pas que la dette publique ne puisse plus être financée sur les marchés financiers, que ça soit par les augmentations d'impôts ou par les réductions de dépenses, il va falloir réduire ce déficit. Et sinon, c'est rajouter de la crise à la crise. 150 milliards dans les 5 à 7 ans. Personne ne réalise les efforts qu'il va falloir faire pour arriver à cette somme. Et c'est pour ça qu'on vous invite régulièrement pour faire passer ce message de vérité. Marc Vignaud, merci à vous. Merci d'être venu débattre en direct sur LCP.